Bonsoir et bienvenue sur Parole d'honneur. On est là ce soir avec des invités, avec nos chroniqueurs. On va parler de l'actualité de la semaine. On va aussi consacrer une bonne partie de l'émission à l'Algérie, à la question de l'Algérie, au rapport entre la France, l'Algérie et puis tous les enjeux, toutes les implications qu'il y a avec tout ça. Et on reçoit ce soir deux invités. Omar Bendera. Bonsoir Omar. Je pense qu'il faut que tu parles plus proche du micro. Bonsoir madame. Alors toi, tu es membre d'Algeria Watch? Oui, absolument. Ouais. C'est une association qui date depuis longtemps. Elle a été créée à la fin des années 90 pour suivre l'actualité en Algérie sous l'aspect de politique et des droits de l'homme. Et on continue. On est présent sur Facebook et sur Internet. Ok. Voilà. Puis tu es économiste aussi? Ouais. Oui, économiste, essayiste, voilà, des choses comme ça. Il faut bien survivre. Quoi. Essayiste comme Sansal, non? Pardon Sansal, non. Essayiste comme Sansal. Sansal est le plus grand écrivain français depuis la création de l'écriture. Non, Voltaire. Voltaire, ils ont dit Voltaire. Voltaire. Ça commence par un V, mais... oui, tu ne peux pas te comparer à une sommité aussi élevée de la pensée, de l'intelligence et de la beauté aussi. D'accord. Bon, gardez vos forces parce qu'on va en parler tout à l'heure, quand on va parler de l'Algérie. Et puis Tom Martin. Bonsoir Tom. Bonsoir. Toi, c'est la première fois, je crois, que tu viens. Bienvenue. On est content de te recevoir. Merci pour l'invitation. Ouais, tu es le porte-parole du collectif Palestine Vaincra. Ouais. Donc un collectif de soutien à la Palestine à Toulouse. De Toulouse, c'est ça. Oui, une organisation de soutien à la résistance du peuple palestinien qui existe depuis 2019. Vous avez dit résistance, monsieur, faites attention. Oui, je vais le redire a priori. Non, résistance, ça va, on a le droit. Résistance, on a le droit? Ah oui, c'est pas moi interdit ça. Si tu ne qualifies pas quel type de résistance, t'as le droit. D'accord. Le peuple. Et résistance armée? Résistance armée, on a le droit ou pas? Non, des armées de préférence. D'accord. Non, mais moi je demande pour pouvoir naviguer dans cette... méandre juridique. Voilà, exactement. Dans cette jungle sémantique. On a besoin d'astuces, Ouais, voilà. Voilà. Et donc tu viens pas pour rien, tu viens parce que... Parce que ça fait 3 ans que l'État veut nous dissoudre. Et donc on est dans l'attente dans les semaines à venir du rendu de la décision du Conseil d'État sur la procédure de dissolution. Voilà, donc tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Et puis il y a aussi Youssef Bakela, Youssef Boussouma. Bonsoir, chers amis. On m'entend là? Ça passe? Est-ce qu'on l'entend? Oui. Très bien. Tu es en forme, Youssef? Bah écoute, les temps l'exigent. Les défis du moment l'exigent. On n'a pas le droit de pas être en forme, je crois, non? Et puis Samir Boussina, bienvenue aussi. Bonsoir, Samir Boussina, militant décolonial. Militant décolonial. Ouais, il y tient, Tom. J'y tiens pas, c'est juste factuel. Et puis de plus en plus essayiste. Non. Si. Mais moi j'aimerais être... Il y a beaucoup d'essayistes et peu de réussistes. Voilà, j'aimerais devenir réussiste personnellement. Mais mais je tiens à militant décolonial. Et voilà. Et bien sûr cette émission... Attends, j'ai remarqué un truc chez toi. Quoi donc? Je trouve que tu as une barbe de plus en plus fournie et longue. Que se passe-t-il? Ça va être le bonnet bientôt. Alors attends, tu essayes de me compromettre, c'est ça? De te cornériser. Effectivement, j'ai décidé d'arborer une barbe salafiste. Voilà. J'ai vu que c'était quelque chose qui était de plus en plus à la mode. Et donc la barbe salafiste en fait c'est l'accessoire de cet hiver, et donc je me suis dit pourquoi pas moi, et voilà, de semaine en semaine ma barbe salafiste croît, et je trouve que ça me va plutôt pas mal, non? Ben ouais. Voilà, et peut-être effectivement la semaine prochaine je tenterai le bonnet islamiste, et la semaine d'après peut-être que j'arborerai un pull djihadiste, voilà, pour avoir la tenue complète, bien sûr. On pense à toi, Marwan. Voilà. On en parlera tout à l'heure, on va en parler parce que franchement il y a fort à dire sur cette histoire. Et blague à part, on fait un gros bisou à Yazid. Voilà. Oui, Yazid. Et on pense très fort à toi ce soir. Exactement, oui. Et bien sûr, cette émission, que dis-je, ce média ne serait rien sans la présence et l'animation de la magnifique... mais je le pense. De la magnifique Sabrina. Qui est magnifique, qui a fait une excellente qui est doublement magnifique. Elle est magnifique parce que voilà, on aime son style, son swag, et en plus de ça, elle a l'attitude qui va avec. Donc cette émission sera présentée par Sabrina Waz. C'est ça. Militante décoloniale aussi ou... Bah oui, évidemment. Ouais. Évidemment. Okay. Et du coup, ce soir, on va parler de... Moi, j'aime bien dire Sabrina Waz, ex-gilet jaune. Bien sûr. Voilà. Toujours gilet jaune, donc toujours, tu sais, gilet jaune, voilà. C'est dans le cœur. C'est ça. C'est pour toujours. Et bien sûr, on n'oublie pas d'acheter la revue.
Ah ben la revue, Voilà. bien sûr. Hein, la revue, le numéro 3. Que Elle ne veut pas je être payée, on montre dirait, ici. ce mois-ci. Voilà, donc vous pouvez l'acheter. Petit blanc, fascisme ou révolution. Il y en a encore, donc profitez-en. Révolution. Tu l'as lu, Samir? J'ai lu un certain nombre d'articles, dont l'excellent article de Mehdi. Sur Bassem. Sur Bassem. Bassem frère mais pas grand frère, voilà, et chaque semaine j'essaie de promouvoir cet article car j'engage tous les amis à aller lire cet article, bien sûr tous les autres, mais je promeus particulièrement celui-ci parce que on est un peu dans la même famille, des personnes qui sont pas des personnes qui écrivent, je veux dire, très régulièrement, et il s'est livré à l'exercice et brillamment. Voilà, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et on avait fait aussi une émission sur le thème Bassem, frère mais pas grand frère. Et pareil, je vous invite à aller la découvrir. Pas parce qu'on aime Bassem, hein, mais parce qu'on considère que c'est un sujet politique en soi parmi les indigènes, et notamment les indigènes d'origine maghrébine. Ouais, d'ailleurs dans le chat il y a quelqu'un qui dit très bon article. Et d'ailleurs Bassem, si tu regardes cette vidéo un jour, sache que je suis pas content parce que tu t'es moqué de moi, voilà, et de mes rougeurs, et ça c'est pas cool. C'est pas vrai, Pas le c'est vrai physique, ouais, il s'est moqué de mes rougeurs en disant que voilà, j'avais peut-être abusé de certaines boissons et tout. Et ben même pas, mais voilà, c'est pas cool. Franchement, c'est un peu faible d'attaquer sur le physique. Surtout qu'il y aurait fort à dire si tu faisais la même chose sur lui. Et si Bassem Ouais, était tu trouves Ouais. Et si Bassem était C'est quoi tout ce chocolat un produit de beauté, ça se saurait aussi. Oh, C'est quoi tout ça? Ce chocolat. Et ça va, meuf? Ce chocolat, et ça me permet de faire un coucou, un grand salut à des sympathisants auditeurs de Suisse, donc de Lausanne, Ah ouais. d'où revient donc Ouria Boutelja. Et ces sympathisants nous ont offert des chocolats. On va offert des chocolats pour toute l'équipe PDH. Donc ils sont bien là. Enfin, ils sont déjà entamés, relativement entamés. Et un grand coucou, un grand merci. Il y a le collectif Sud Global. Alors, il y a le collectif Sud Global, et là il s'agit d'amis et qui n'ont même pas laissé leur nom, donc c'est sympathique, ils ont apporté ça, ils ont donné ça. Excellent. Et il y avait juste une petite carte où était indiqué, alors ils se reconnaîtront peut-être, un soleil pour Sama. Voilà, un soleil pour Sama. Et ils n'ont pas laissé leur nom, donc je suis désolé, je ne peux pas les nommer, mais en tout cas, ils se reconnaîtront sans doute parce qu'ils suivent toutes nos émissions et avec attention, et ils nous remercient chaleureusement, et bien nous, on les remercie également en retour, et nous remercions tous les amis de Suisse. Nous sommes très très regardés en Suisse, en Belgique également, où il y a aussi été également ce week-end. Donc voilà, tous les pays chocolat, qu'est-ce qu'il y a encore? La Suisse, la Belgique, et puis tous nos amis de France et de Navarre. Voilà, merci à vous tous de nous soutenir, parce que c'est avec votre soutien et pas que du chocolat entre autres, hein, mais que nous pouvons que nous pouvons mener cette aventure. Ouais, ça fait chaud au cœur, franchement. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, peut-être commencer avec toi, Tom. Hein. Est-ce que, donc je rappelle que tu es le porte-parole de Palestine Vaincra. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé en 2022 quand Darmanin vous a pris pour cible et qu'il y a eu cette offensive répressive qui est tombée sur vous particulièrement? En fait, je vais même remonter à avant parce que depuis qu'on s'est fondé en 2019, on a été la cible de pression, d'attaques de la part d'organisations proches de l'extrême droite israélienne. Ce qui est en cause, c'est nos positions politiques, parce qu'on revendique un antisionisme conséquent, c'est-à-dire qu'on remet en cause la légitimité du projet sioniste et son démantèlement au profit d'une Palestine libre de la mer au Jourdain. Donc évidemment, ça a provoqué des réactions assez vives de ce côté-là. Et en 2021, le gouvernement d'extrême droite israélien nous a classés comme organisation terroriste. Donc on parle quand même d'un groupe à Toulouse de quelques dizaines de personnes. Une médaille. Voilà. Une médaille. En 2021. Et suite à ça s'est accéléré en France avec notamment plusieurs groupes de pression qui ont interpellé des parlementaires, qui ont posé des questions à Darmanin, etc. Et finalement, en 2022, il a annoncé sur Twitter en février qu'on allait être dissous. Ça a été mis en œuvre en Conseil des ministres 10 jours après. Et voilà, donc on a été dissous en mars 2022. Une décision qu'on a contestée au Conseil d'État. En avril 2022, le juge des référés a suspendu la décision, considérant que nos prises de position n'étaient pas des positions qui incitaient à la haine, à la discrimination et à la commission d'actes terroristes. Et on était en attente d'un jugement sur le fond depuis avril 2022. Et donc le jugement sur le fond, il a eu lieu le 27 janvier dernier.
voilà, dans un climat qu'on connaît de criminalisation extrêmement importante de la solidarité avec la Palestine. Parce que les dissolutions, c'est un aspect de cette répression, mais il y a aussi les procès pour apologie du terrorisme, les interdictions de manifestations, les interdictions d'événements publics, etc. Donc, les perquisitions, les gardes à vue, etc. Donc ça s'inscrit dans ce contexte politique-là et ça souligne aussi que la répression de la solidarité avec la Palestine, elle ne date pas du 7 octobre 2023, elle date d'avant. Voilà, donc c'est l'affaire qui nous concerne. Et nous, face à ça, on pense que c'est important de faire front en soutien évidemment à notre cas, mais à tous les cas. Abdel de Montpellier, il y a Anas Kazib qui va passer en procès en juin, il y a Jean-Paul Delesco de la CGT qui a pris aussi 1 an de prison avec sursis, etc. Donc c'est important. Pour un tract, on se rappelle, pour un oui, tract. Pour un tract de soutien à la Palestine, enfin, qui était franchement soft. Donc il y a un enjeu pour. C'est toi qui le dis. Il y a un enjeu politique en tout cas de faire front et de dénoncer ces politiques de criminalisation qui visent à réduire au silence ceux qui s'opposent au génocide à Gaza. Excuse-moi, Tom, il y a des gens qui demandent. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 27 ? Il y a eu un verdict ? Non, il y a une audience au fond. Donc il y a Conseil d'État, précise-le pour que. Ouais. Donc c'est un jugement administratif, donc c'est pas comme un procès habituel. Donc il y a une rapporteure publique qui fait une synthèse de ce que dit le ministre de l'Intérieur et les intervenants volontaires aux côtés du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire des organisations d'extrême droite israéliennes. Et de notre côté, donc on a. C'est quoi ? C'est le CRIF, Non, l'OJE, Organisation juive européenne. Européenne qui impose sa définition de l'antisémitisme, vous savez, qui est une définition qui est absolument abominable. Voilà, et qui est dans beaucoup d'affaires d'apologie du terrorisme. Voilà. Il y a d'autres organisations. Il y a Avocats sans frontières, qui est aussi un groupe de pression proche de l'extrême droite. C'est pas Golnadel, non ? Avocats sans frontières ? Je sais pas. Si, je crois que c'est Golnadel. Il avait repris ce nom, d'ailleurs il avait eu un procès à cause de cela, parce que c'était déjà une association qui s'appelait Avocats sans frontières, qui n'avait rien à voir avec Israël d'ailleurs, et il avait repris ce nom, voilà. Et du coup, face à ça, donc il y a nos avocats qui ont présenté un mémoire. Il y a aussi les intervenants volontaires de l'association France-Palestine Solidarité, l'Union juive française pour la paix et l'Union syndicale solidaire qui ont aussi été à nos côtés dans cette bataille juridique. La rapporteure publique, sans surprise, elle a appelé à rejeter notre requête en annulation. Elle a quand même reconnu que nos prises de position étaient protégées par la liberté d'expression, donc de soutien à la résistance, y compris armée, d'appeler à la libération de la Palestine de la mer au Jourdain, de soutenir les prisonnières et les prisonniers politiques palestiniens, notamment Georges Ibrahim Abdallah. Donc ça, elle a reconnu que c'était protégé par la liberté d'expression, mais du coup, elle a pris un contournement, notamment sur 2 aspects, la question des commentaires sur les réseaux sociaux. La même chose que pour Baraka City ou pour le CCIF, etc. Les commentaires de personnes tierces. Mais alors tierces. du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est même pas vous, c'est même pas le collectif qui s'exprime. Mais du coup, la logique, c'est de dire il y a des personnes tierces qui font des commentaires sur Facebook et ils sont pas assez modérés. Et du coup, la conclusion, ça veut dire que vos prises de position incitent à la haine, parce qu'il y a des commentaires. Donc c'est ça la logique politique derrière tout ça. Et après, le dernier aspect, c'est un aspect hyper scandaleux mais coutumier, c'est la question de faire le lien entre la solidarité avec la Palestine et le développement de l'antisémitisme en France. Donc voilà le truc. Quelle était l'argumentation de la rapporteure sur ce point ? Eh bien, que depuis le 7 octobre, il y a un antisémitisme qui est croissant et que nous, on est engagés dans le soutien à la Palestine. Et du coup, vu nos prises de position après le 7 octobre, etc., en soutien à la résistance, blablabla, du coup, faut nous dissoudre. Donc voilà, après, c'est... Elle établit le lien juste parce qu'il y a le 7 octobre, en fait. Oui. Et puis, il y a l'antisémitisme musulman, il y a tout ce truc... Le 7 octobre, vous existiez, mais pourtant, il n'y avait pas de... Oui, et d'autant plus que normalement, dans l'affaire, elle n'est pas censée revenir sur des choses qui se sont passées après le décret de dissolution en 2022. Donc, il y a aussi un enjeu politique pour 2022, eux d'associer. Il vous reprochait la campagne BDS, le soutien à la campagne BDS, et puis l'appel à la haine parce qu'il y a un soutien aux résistances. Oui, ce que je pense qu'il est important de comprendre, c'est qu'en fait, toutes ces questions, par exemple, le boycott d'Israël aujourd'hui en France, c'est légal, ça a été confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Nous, par exemple, depuis notre fondation, il y a eu plein de plaintes d'organisations sionistes, mais il n'y a jamais eu de procès parce qu'en fait, il y a rien.
En fait, du coup, ils utilisent une procédure administrative pour nous réduire au silence. Mais c'est une manière, en fait, de contourner la question légale et du coup d'imposer une mesure arbitraire pour nous faire taire, quoi. C'est comme différents procès qui ont eu lieu récemment par rapport à des accusations d'antisémitisme et où les gens ont perdu. J'ai pas le nom en tête, mais je sais qu'il y a eu 1 ou 2 affaires là vraiment très récentes où il y a eu des non-lieux ou des parce que en fait il n'y a pas d'éléments, c'est-à-dire que ils jettent comme ça des anathèmes sur des personnalités politiques ou associatives, etc. Mais comme derrière il n'y a aucune réalité concrète de ce prétendu antisémitisme, bah du coup ça fait plouf. Il y a aussi une chose, c'est que jusqu'à maintenant, ils n'ont toujours pas preuve de leur faiblesse et preuve qu'effectivement, ils se rendent compte qu'ils sont en train de marcher sur des œufs. Ils n'ont toujours pas légalement condamné l'antisionisme comme étant de l'antisémitisme. Et parce qu'ils savent pertinemment que c'est illégal, que ce serait illégal de faire cela, sinon ils l'auraient déjà fait. Mais ils tournent autour. Mais on voit bien la preuve qu'effectivement, leur position est très faible. Et la preuve qu'on a raison, c'est qu'effectivement, ils n'ont toujours pas fait cette loi en dépit du lobbying, etc., etc. Et autre chose, tout à l'heure, tu as dit comment la procureure aurait dit qu'il y a un antisémitisme musulman. Vraiment ? Oui, mais on nous reproche même de parler d'islamophobie d'État en disant que du coup on nourrit un sentiment d'oppression. Oui, ça c'est là-dessus qu'ils ont dissous le CCIF d'ailleurs, voilà, c'est sur ce motif. Mais elle a parlé d'antisémitisme musulman. C'est absolument incroyable. Oui, mais en plus, même le traitement journalistique de ces affaires, notamment sur la question de la Palestine, il faut aussi le lier à la question de l'islamophobie et du racisme. Par exemple, Le Monde a fait un article sur les dissolutions. Nous, on est classé dans l'islam radical. Alors que vous n'êtes même pas... rien à voir avec l'islam, parce que Palestine égale arabe, égale musulman, égale islamiste, égale islam radical. Et ça, c'est Le Monde. Donc c'est aussi ce genre de raisonnement qui sont à l'œuvre au ministère, quoi. Donc là, vous êtes, du coup, dans quelques jours, ça va tomber, quoi. Le résultat va tomber du Conseil d'État. Je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez penser. On avait vu, vous rappeler, les soulèvements de la Terre. Il y avait eu, finalement, ils étaient revenus sur la décision. Je crois que ça a été annulé. Alors, c'est des écolos, donc il y avait beaucoup de soutien aussi de la part des gens, même des personnalités, rappelez-vous, tout le monde s'était mobilisé, même on voyait des gens très lambda qui disaient non à la dissolution. Vous, c'est vrai que vous avez un soutien peut-être plus discret, mais quand même massif, et je dirais, on en parlait un petit peu l'autre jour, par rapport à 2022, vous êtes moins, vos positions, je veux dire, sont moins isolées aussi au sein de la gauche, parce qu'on a vu quand même la FI, tout ça, qui s'est fait aussi tomber dessus par rapport à ces questions-là. Il y a quand même eu une ouverture depuis ce temps-là. Sur le soutien, bon, évidemment, il est pas, on aimerait toujours plus, mais à Toulouse, par exemple, il y a 60 organisations politiques, syndicales, associatives qui ont dénoncé cette mesure de dissolution et qui ont appelé à manifester à nos côtés. Et dans ces organisations, il y a la Ligue des droits de l'homme, la CGT, la France Insoumise, la FSU, nous toutes, Extinction Rébellion, les Antifas, les Anards, les communistes. Enfin, il y a un soutien à Toulouse qui est extrêmement large, mais aussi parce que c'est un travail qu'on mène, de dire que nous, sur la question de la répression, sur la solidarité avec la Palestine, il faut faire front. On n'a pas les moyens de faire du truc de chapelle, de boutique. Donc il y a un soutien à Toulouse est large. Il y a une pétition qui est sur notre site, qui est signée par plus de 15 000 personnes. Allez signer la pétition. On va la mettre sur le chat. Mettez-la dans le chat. Ouais. Voilà, sur palestinevaincra.com, et il y a, donc ça témoigne qu'il y a un soutien. Après, et nos prises de position, évidemment, elles se sont normalisées dans le champ politique. Parce que nous, quand on s'est fondé en 2019, c'était un peu à la fin d'une séquence dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, où BDS avait déjà 10 ans, il y avait essentiellement l'association France-Palestine Solidarité et Euro-Palestine. Et là, par exemple, depuis le 2023, il y a l'émergence d'une nouvelle génération qui s'est... Urgence Palestine, qui fait un travail extraordinaire, mais il y a aussi plein de comités étudiants, des comités locaux, etc., etc. Et ces organisations portent une orientation anti-sioniste, anti-impérialiste, des choses qu'on ne voyait pas en 2021, 2022, etc. Donc, d'une certaine manière, nous, on est plutôt rassurés, parce que peu importe de ce qui va se passer, on sait qu'il y aura de toute façon un mouvement... Il y aura la relève. Il y a un mouvement anti-sioniste aujourd'hui qui existe, et il existe au niveau national. Donc pour nous, c'est quand même une victoire collective qui est importante. Et voilà, et ça fait écho aussi. Si ce mouvement avait existé en 2022, on n'aurait jamais été dissous.
Donc il y a aussi un enjeu que tout le monde prenne ses responsabilités, s'engage, affirme aussi, oui, on est antisioniste, et alors on défend une Palestine libre de la mer au Jourdain, et alors, parce qu'il y a aussi un enjeu de ne pas se faire silencier, et ça concerne aussi tout le monde, quoi. Ouais, mais même sur le mot antisionisme, moi, je trouve que quand même cette dernière année, on a progressé. Ah oui, oui. En même temps, on était au niveau 0. D'accord, on était au niveau 0, mais on a fait un pas de géant. De géant, hein. Ça c'est quand même... d'où la criminalisation, quoi. Ouais. D'où la répression qui est extrêmement forte, parce qu'ils voient bien qu'en fait, il y a un enjeu de réduire aussi le mouvement, quoi. Cela est quand même la marque d'une grande avancée du mouvement. Je veux dire, cette répression, toutes ces monnaies. Ce soir, par exemple, un événement qui devait se tenir à l'école normale sup a été interdit sur pression de l'UEJF. Donc, alors finalement, ça va se faire parce qu'il était question du livre Les instrumentalisations de l'antisémitisme, où il y a Maxime Benatouil et Ouria Bouteflika. Contre l'instrumentalisation contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations. Voilà. Contre l'antisémitisme et de la fabrique, Et donc c'est organisé par la fabrique, entre autres. C'était à l'ENS et il devait y avoir Françoise Vergès, il devait y avoir Lordon aussi, je crois. Oui, Lordon, il a écrit Absolument, dedans. Il devait y avoir il doit y avoir Maxime Benatouil. Et voilà, aujourd'hui, on annonce, non, finalement, c'est interdit parce que, ça n'aura pas lieu parce qu'il y a eu l'UEJF. C'est absolument incroyable. L'Union des étudiants juifs de France. Oui, voilà. Notre ami du 6 décembre, du 6 octobre, Kevin de Romainville, qui s'est humilié devant le monde entier, par terre, là, comme ça, il fait partie de ce collectif-là. De ce collectif. Voilà. C'est pas l'UEJF. Comme quoi, ils en redemandent, Mais alors, finalement, l'événement peut se tenir rue d'Ulm, mais pas exactement à l'endroit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, on voit sans arrêt ces pressions qui sont faites. Il faut imaginer, c'est-à-dire que même des simples débats avec des auteurs reconnus, etc., respectables, même un débat. Alors quand on en est à interdire un débat, mais que par ailleurs on va se prévaloir de Voltaire, etc., ça fait doucement rigoler, pour d'autres situations, ça fait vraiment doucement rigoler. Donc on voit que c'est vraiment pathétique. Et c'est à la mesure de l'avancée du mouvement de solidarité avec la Palestine. Parce que malheureusement, dans le drame, dans les morts, avec ce génocide, il avance quand même. Et il y a aussi un enjeu, tu parlais de la criminalisation de l'antisionisme, il y a quand même une volonté des macronistes d'arriver à une loi, parce que là il y a notamment Caroline Yadan, qui est une députée macroniste. C'est la remplaçante de Meher Habib, c'est la version 2.0. Voilà. Je crois qu'elle est pire encore. Parce que c'est pour ça que c'est la version 2.0, parce que les gens se sont réjouis quand Meher Habib n'a pas été élu, mais au final, on va pas dire qu'on regrette Meher Habib, mais Yadan, elle est pas mal quand même. Oui, parce que sa qualité à elle, entre guillemets, c'est qu'en fait elle est macroniste, elle est dans le camp macroniste, du coup elle a une assise auprès des parlementaires qui est plus forte, mais elle a quand même fait une proposition de loi qui a été co-signée par François Hollande du Parti Socialiste, Aurore Berger, Sylvain Maillard, enfin en gros tout le pôle pro-israélien le plus radicalisé, et ça c'est une proposition de loi qui va finir par passer à l'Assemblée nationale, et c'est quand même un enjeu... la criminalisation de l'antisionisme. En reprenant la définition d'antisémitisme de l'IHRA, qui associe dans ces exemples la critique d'Israël et sa remise en cause, et la remise en cause de la légitimité d'Israël à une forme d'antisémitisme. En gros, c'est criminaliser le slogan From the river to the sea, Palestine will be free. C'est celle de l'Union juive européenne, c'est ça, et qui est catastrophique de ce point de vue. Mais je ne suis pas sûr que ça passera quand même, enfin, en tout cas, parce que au plan judiciaire, ce serait absolument énorme. Et puis très compliqué, parce que il y a même en Palestine occupée, à Jérusalem, tout un quartier de juifs antisionistes, qui se déclarent antisionistes en tant que tels. Donc ça veut dire que d'emblée, ils seraient criminalisés. Et puis il y a beaucoup de juifs qui se réclament de l'antisionisme. Ouais, mais c'est une vraie question. Moi, je me la pose aussi. Quand on voit comment le droit peut être piétiné comme ça par les différents gouvernements, je suis moins optimiste que toi, Youssef. En tout cas, c'est un enjeu de la période, quoi. C'est un enjeu, ouais. C'est un enjeu. Et puis ce week-end, je regarde ton pull, là, c'était aussi, il y avait la grande manif nationale pour... Georges Ibrahim Abdallah. Donc, Georges Ibrahim Abdallah, c'est un communiste libanais qui est enfermé en France depuis plus de 40 ans. Pour son engagement dans la résistance palestinienne, à l'époque où
l'État sioniste occupait le Liban, donc voilà, dans les années 80, à l'époque de Sabra et Shatila, des massacres de masse de civils palestiniens et libanais. Donc lui, il s'est engagé dans la résistance, il a été arrêté à Lyon le 24 octobre 1984, et depuis, il est un prisonnier politique. Pour quel motif il a été arrêté? Alors, il a été arrêté au début pour détention de vrais faux papiers algériens. Donc il avait un vrai passeport algérien mais sous une fausse identité. À l'époque où l'Algérie prenait son rôle dans les luttes de libération nationale. Et après, donc il a été emprisonné. Après, il a été une première fois condamné pour port d'armes. Et finalement, il y a tout un montage politique qui a fait qu'il a été condamné pour complicité d'assassinat. Sur pression des États-Unis, il faut le préciser. Sur pression, même plus que pression, parce qu'ils étaient partie civile. Voilà, et parce que le procureur avait requis 10 ans de prison, et finalement, il va prendre perpète. Ouais. Mais normalement, en France, la perpétuité, elle n'est pas réelle. Il y a une peine, et après, on est libérable. Lui, il est libérable depuis 1999. Donc ça fait plus de 25 ans qu'il est libérable. Et il a déposé en juin 2023 une dernière demande de libération qui a été acceptée en première instance. Notamment, chose assez notable, elle était plus conditionnée à un arrêté d'expulsion qui dépend du ministère de l'Intérieur. C'était une victoire, enfin c'est une victoire politique importante parce que la dernière fois, il avait été libéré par la justice, mais la décision avait été bloquée par le ministre de l'époque, Valls. Voilà. Et là, il y a eu l'appel le 20 décembre et le rendu de la décision va être le 20 février. Donc la manifestation s'inscrivait dans ce cadre-là parce que, évidemment, c'est un prisonnier politique. Donc, c'est le plus vieux prisonnier politique d'Europe, je crois. Ouais. D'Europe et même en Palestine parce que sur le Moyen-Orient, c'est le plus vieux prisonnier du monde. C'est ça. Ouais. Et du coup, avec la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, Samidoun, Urgence Palestine, Europalestine, la FPS, nous, etc., il y avait une manifestation samedi et il y a un appel à continuer de se mobiliser partout jusqu'au 20 et notamment le 19, il y a une journée nationale d'action décentralisée avec des rassemblements qui vont être organisés 19 février. Ouais, 19 février à la veille du rendu, voilà, partout en France, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, etc. Voilà. Okay. Donc c'est le moment ou jamais parce que là, sa libération elle est à notre portée et donc c'est le moment ou jamais de se mobiliser et que ça serait une victoire politique importante pour le mouvement de soutien à la Palestine et pour la résistance palestinienne elle-même. Ouais. Et surtout pour le Liban, parce que dans les circonstances actuelles, et d'ailleurs à mon avis ça risque de peser aussi dans la décision, parce que parmi les attendus, c'est de dire qu'effectivement sa libération, disons, ça créerait au Liban une effervescence qui serait pas bonne. Enfin, gérer. Donc ils prennent ça. Non, mais c'est absolument hallucinant de voir qu'ils prennent en compte une situation qui est là-bas. Ah oui, et non pas simplement le droit. Quoi. Les États-Unis étaient partie civile encore sur l'audience en appel. Kijman, avocat du PS, qui régulièrement, au nom des États-Unis, s'opposait à la libération de Georges depuis 1986. Il faut quand même le savoir. Merci le PS. Hein. Écoute, en tout cas, on a bien vu la pétition qu'on va signer. Hein, on va tous bien la signer. Et puis, on continue à vous soutenir. Hein. De toute façon, on sera tenu au courant dans les jours qui viennent sur dissolution ou pas. Voilà. Et la date alors ? Il n'y a pas de date. Ah oui, pas de date. C'est une épée de Damoclès qui va leur tomber dessus. Donc, dans les 2 prochaines semaines, ça peut être demain matin ou dans 15 jours. C'est la perversion du pouvoir. Ouais. C'est de 2 à 3 semaines le délai. D'accord. Ils se donnent un petit delta comme ça. Ça, suspense. C'est marrant quand même. Pour mettre la pression, je pense. C'est une façon de dire vous êtes un peu. Ouais. Tu donnes une date et puis tu te dis tiens, c'est bien aussi. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Je sais pas d'entrée pour leur dire. Non, mais je sais pas. Non, mais les tribunaux, ils te donnent un délibéré à telle date. Je trouve que là, c'est l'État. Tu vois. Je trouve que l'État, il pourrait avoir une forme d'exemplarité. C'est le Conseil d'État. Ouais, mais il a des pratiques qui sont les siennes, donc il se donne des délais qui sont flexibles. Voilà. Donc voilà, c'est la règle du jeu, c'est pas un truc spécialement orienté contre tel ou tel, c'est leur pratique. J'entends bien, mais je la trouve assez étrange. Du coup, on va continuer à parler de la Palestine, puisque vous avez vu cette semaine, Omar, je sais pas si tu as vu la déclaration de Trump. Palestine vaincra. On peut le dire ça. On peut le dire, Palestine vaincra de la mer au Jourdain. De la mer à Washington,
Bah oui, surtout. Pas moi. Moi, non. Ouais, donc je disais, il y a eu cette déclaration de Trump qui a beaucoup fait parler. Hein. Vous avez vu, il a dit qu'il il pouvait envisager de transformer Gaza en destination touristique. Hein. Il a même dit que ce serait la Riviera du Moyen-Orient, hein, comme une formule. On regarde la vidéo vite fait. C'est en anglais, Mehdi? C'est celle que tu m'as envoyée. Ouais, ah ouais, bah si c'est en anglais. Peut-être. Would Palestinians have the right to return to Gaza if they left while the rebuilding was happening? It would be my hope that we could do something really nice, really good, where they wouldn't want to return. Why would they want to return? The place has been hell. It's been one of the meanest, toughest places on earth. And right now, I've seen every picture from every angle, better than if I were there. And nobody can live there. You can't live there. So if we can build them through massive amounts of money supplied by other people, very rich nations, and they're willing to supply it. If we can build something for them in one of the countries, and it could be Jordan, it could be Egypt, it could be other countries, and you could build 4 or 5 or 6 areas. It doesn't have to be one area, but you take certain areas and you build really good quality housing, like a beautiful town, like someplace where they can live and not die. Because Gaza is a guarantee that they're going to end up dying. The same thing's going to happen again. It's happened over and over again, and it's going to happen again as sure as you're standing there, Peter. So I hope that we could do something where they wouldn't want to go back. Who would want to go back? They've experienced nothing but death and destruction. Who would want to? Omar, je te voyais rigoler quand on écoutait Trump. Oui, c'est d'un cynisme absolu, c'est tellement grotesque, c'est obscène, c'est d'une sorte d'indifférence totale à la souffrance humaine derrière un discours apparemment très tenu, très convenu, très conventionnel. Il y a une forme d'hyperviolence qui sort de ce personnage qui, à mon avis, incarne jusqu'à un degré presque absolu la perversion en politique. Oui, alors effectivement, on ne peut que sourire face à un tel aplomb, face à un tel mépris pour les autres, pour toute une population. Penser que l'on va créer une Riviera sur les cadavres de dizaines de milliers de femmes et d'enfants, il y a quelque chose d'absolument inédit en matière d'indécence. On est à un niveau d'obscénité rarement atteint, c'est de la pornographie politique. Et donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Il faut dire qu'on avait entendu toutes sortes de discours lénifiants, mais cette proposition sur un ton très banal. Oui, tout à fait. André qui raconte ses petites vacances. Ça a quelque chose d'encore plus terrifiant. Et effectivement, face à ça, quelle réaction peut-on avoir? L'indignation, bien sûr, mais aussi une forme abyssale de mépris pour un personnage qui est capable de fabriquer une telle pensée. On est entre le mépris et, ça va peut-être vous choquer, une certaine compassion, parce que cet homme-là est une épave humaine, c'est un déchet humain. Il est le président des États-Unis d'Amérique, mais il est sans doute un des hommes les plus puissants du monde, mais son manque d'empathie en fait une sorte de victime, une sorte de personnage pathétique. Il est à la fois entre le criminel et le grotesque. C'est très triste pour nos amis américains, il y en a beaucoup, hein, qui souffrent énormément de voir un tel chef d'État décider de leur destin. On est dans une forme d'esthétisme de la violence. Ce qu'on a pu remarquer avec le fascisme, déjà historiquement, hein, où il peut dire des... alors, c'est le promoteur immobilier. Moi, ce que je regardais, c'était Netanyahou, la façon dont Netanyahou regardait. Pareil. C'était le patron, c'était l'employé qui regardait le patron, et le puis boss. Il jubilait, quoi. Il jubilait, hein. mais vraiment avec regardez comment était assis Trump, et regardez comment était assis Netanyahou, légèrement comme ça. Voilà, il est à côté du patron, le boss, celui qui lui livre les armes de mort, qui va encore lui livrer bientôt encore un surplus d'armes de mort. Mais c'est
de destruction massive, c'est des armes, mais c'est absolument incroyable. En body language. Hein? Non, mais c'est vrai. Regardez, mais je ne connaissais pas cette compétence. Comment il se tenait, etc. Alors, on peut voir parce que moi, je t'avoue que j'étais concentrée sur Trump, j'ai pas regardé. C'était hallucinant. Moi, je regardais que Netanyahou. Le petit garçon qui était à côté du boss, quoi, le père qui est là. Regardez comment il était assis, Trump, les jambes écartées. Non, alors, ce que je veux dire par rapport à cela, c'est ce qu'a dit Omar. Regardez, voilà, et là, il est là, hautain, et puis Netanyahou qui est... Alors c'est le promoteur immobilier, il parle comme un promoteur immobilier. Mais il y a quelque chose que j'ai pas compris. Quand Trump dit on peut en faire un endroit merveilleux et tout, les Palestiniens ne peuvent pas revenir. Ce sera pour qui cet endroit merveilleux? Non mais c'est ça que j'ai... Simplement dans sa logique, j'essaie de le suivre dans sa logique. Un endroit touristique. Carrément, les touristes vont aller là-bas. Bien sûr. C'est ce qu'il dit. Non mais c'est ce qu'il explique. C'est extraordinaire. Alors, moi, sauf erreur de ma part, la séquence elle s'est déroulée en 2 temps. D'abord, il a dit ça serait un endroit merveilleux où pourraient vivre les Palestiniens, et dans un deuxième temps, aujourd'hui, il a dit qu'il ne serait pas envisageable que les Palestiniens y reviennent. Voilà, ça s'est fait en 2 temps. Voilà. Et puis il dit même que les Palestiniens, on va leur construire des super endroits. De toute façon, on leur fait confiance, ça sera l'image de Disneyland, quoi. De toute façon, Israël est déjà un Disneyland, il voudrait faire un Disneyland palestinien et puis pourquoi pas des cages aussi pour les mettre derrière. Justement, Youssef, tu parlais de promoteur immobilier, vous avez vu la séquence de France Info. Alors là, vraiment, je n'en croyais pas mes yeux. Ah oui. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas possible. Hein? Et sur Arte aussi, parce qu'il y a aussi sur Arte. Hein. Ah non, sur Arte, non. Là, je parle de la séance de France Info. Donc, France Info a invité un promoteur immobilier. Genre le responsable des hôteliers de France, un truc comme ça. Exactement. Il s'appelle... j'ai son nom d'ailleurs. Bon, on s'en fiche. C'est lui, c'est cette séquence-là. Alors, regardez. Est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes la bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. C'est pas du fascisme ça, non, mais vous vous rendez compte, on peut être satisfait que le président Trump prend l'exemple de la France, de la Riviera, puisque ça vous permet de rappeler qu'on est la première destination mondiale en termes de tourisme. Ça devient une question touristique. Je crois qu'on n'a jamais vu cela, une telle obscénité. Il va y avoir quand même un peu de travail. Et puis surtout, c'est la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les touristes, dès qu'il y a la moindre chose, on l'a vu à Paris au moment où, rappelez-vous, quelques années, la grève des poubelles, tout de suite, c'est des annulations. Donc c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est un truc de fou, quoi. Regardez, non, mais puis il donne des dimensions. La grève des poubelles, tout de suite, c'est des annulations. Ah ouais. Mais on rêve, là, non? Franchement. Si on veut accueillir beaucoup de touristes, c'est vraiment pour des touristes. C'est vraiment... Il y a eu une réaction des journalistes. Ah oui. On va en parler. Bon, franchement, je voulais dire son nom. Il s'appelle Franck Delvaux. Je voulais l'afficher. Parce que franchement, Franck Delvaux, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi obscène. Hein. Et surtout cette phrase qu'il dit à un moment donné, il dit « Oh, il y aura quand même un petit peu de travail. » Vous voyez mais le cynisme... C'est le chauve à lunettes. Franck Delvaux, c'est mais il a une fonction, hein, c'est le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Donc c'est pas n'importe qui dans le giron, quoi, vous voyez. Hein, et vous voyez, France Info, quand même, ils ont fait la démarche d'aller l'inviter. Mais oui, mais bien sûr. Il faut quand même être sacrément fou. Et puis de se poser la question. C'est pervers, c'est-à-dire, en fait, ils ont pris la proposition de Trump au premier degré et de se dire, est-ce que vraiment c'est faisable? Est-ce qu'il y a une faisabilité de ce projet et à qui pourrait profiter ce projet. Enfin, ils sont allés hyper loin dans une réflexion qui est juste de l'ordre du morbide, quoi. Qui est juste de l'ordre du morbide, du pathologique. Et moi, je voudrais, si tu me permets, mettre ça, j'allais dire, en effet de miroir avec l'exceptionnel. Parce que, en fait, moi, j'ai même pas envie de parler de ces personnes-là, parce que pour moi, c'est tellement humainement indigne, tu vois, que voilà, je tourne la tête et je veux mettre en miroir l'immense dignité des Gazaouis, des Palestiniens qu'on a vu en masse. Tu sais, on a vu ces images, ces flots de personnes. Tu vois, avec leurs pas, tu sais, très lents et tout, revenir vers leur maison. On a vu plein, je pense qu'on est tous à avoir vu plein d'images de personnes qui réinvestissent leur maison ou les débris de leur maison, qui nettoient, qui font des abris de fortune, etc., qui recommencent à cuisiner ou à faire un café pour le voisin, etc. Et quand on met ces deux choses-là face à face, on se dit que
bah, y a un monde qui est en train de périr, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est le chant du cygne. C'est-à-dire que ça a le goût ou l'odeur de la puissance. Mais pour moi, c'est de la pure décadence. Et à côté de ça, justement, ces personnes en claquettes avec leurs petites roulottes et leur âne ou je ne sais pas quoi, ou leur sac à dos ou leur enfant sur les épaules qui marchaient patiemment pour retourner dans leur demeure de Gaza. Pour moi, elle était là, la puissance et la dignité. Et voilà, je veux leur opposer cette image-là. Mais en plus, moi, je pense si on peut la montrer d'ailleurs, je pense que la déclaration de Trump a cette vocation de faire oublier la défaite stratégique de Netanyahou à Gaza, de faire oublier la résistance du peuple palestinien, parce qu'il y a la marche des 300 000 Gazaouis qui remontent au nord, mais il y a aussi les centaines de prisonniers politiques qui sont libérés chaque semaine, etc. Et la provocation de Trump, c'est pour faire oublier ces réalisations qui sont une défaite immense pour Netanyahou, mais aussi pour Trump lui-même. Donc, pour moi, c'est ça l'intention. Et après, le Hamas qui a soi-disant été éradiqué. Voilà. Et après, il y a aussi, je pense que ce qui est important, c'est que ça révèle aussi que la cause palestinienne est une cause qui est fondamentalement anti-impérialiste et que l'impérialisme américain fait partie du problème et pas de la solution, comme tous les autres États occidentaux. Et que ça, c'est aussi une leçon qu'on doit tirer de ces séquences-là. Exactement ce que tu décris entre l'élève et le maître, c'est que en fait, Israël, c'est que le proxy, comme ils aiment dire, le proxy des inter-occidentaux dans le monde arabe. Et c'est pour ça que nous, on a une responsabilité aussi dans les pays occidentaux. Au contraire, hein, parce que souvent on entend des gens qui, parfois par maladresse ou pire, pensent que c'est Israël qui contrôle les États-Unis. C'est bien les États-Unis. D'ailleurs, je vous reporte un éditorial du journal Al-Akhbar de Walid Sharara, excellent, d'il y a quelques jours, qui disait exactement cela. Et qui commençait par « Nous sommes en guerre contre l'Amérique d'abord ». Ce sont les États-Unis qui dirigent cette guerre, qui l'organisent, et on voit bien qu'ils veulent même en plus comment traiter les conséquences de cette guerre. Mais ce que tu disais, Tom, c'est tout à fait juste. C'est cet exploit de la résistance qui est absolument extraordinaire. Et surtout, ce que je dis à Trump, « Ah bon, tu veux vraiment débarquer des Marines ? Bah chiche, bah vas-y, envoie-les ». Je rappelle que pendant l'offensive, mais qu'ils y aillent, pendant l'offensive, ils ont tenté de faire un port à Gaza, rappelez-vous. Ça avait été une tentative pour soi-disant amener de l'aide. Vous vous souvenez, c'est une aide qui devait venir de Chypre, etc. Et ils ont commencé à installer. Sauf que les marines sont très vite repartis. Visiblement, c'était très très chaud. Ils n'ont pas tenu. Alors je serais curieux de savoir qu'est-ce que Trump va faire maintenant. Parce qu'ils s'imaginent que les résistants vont dire « Vous avez raison, monsieur Trump, on va partir, on va vous laisser notre pays. » Non mais en même temps, ça a une fonction interne aussi par rapport aux États-Unis, détourner des problèmes, etc. Mais pas que. C'est aussi dirigé contre les pays arabes. C'est aussi dirigé contre les pays arabes et les menaces voilées. Mais je trouve que la situation, d'une façon générale, elle est absolument incroyable. Nous vivons une période qui va bouleverser vraiment tout l'ordre mondial pour très longtemps. Je veux dire, c'est un énorme tournant. Et on voit bien que la Palestine, de ce point de vue, c'est l'épicentre du tremblement de terre dans le monde. Et la lutte du peuple palestinien... Le nouvel ambassadeur américain à Jérusalem, Huckabee, il a dit que la présidence Trump verrait une transformation d'ampleur biblique de la région. C'est ses propres mots, d'ampleur biblique. Mais les analyses que vous venez de développer sont absolument véridiques, on peut pas les contester. Mais ce que je retire de cette séquence, c'est quand même la déshumanisation totale de l'ultralibéralisme occidental. C'est ça que je trouve, c'est la première fois que le discours apparaît dans sa nudité affreuse. Vous n'êtes pas des êtres humains et nous ne vous considérons pas comme nos égaux ni comme des êtres qui méritent la vie, la dignité, le respect. Et donc nous sommes dans une situation de décantation politique et idéologique qui est extrêmement importante. Pour les États arabes sont dans un état de déliquescence avancée. Il n'y a plus d'État arabe avec une personnalité politique capable de s'opposer au discours dominant. Il n'y en a plus aucun, plus un seul. Aujourd'hui, ces États sont enjoints par le président des États-Unis de recevoir cette population de Palestiniens comme s'il s'agissait de recevoir des moutons ou des chameaux. Et Trump aurait proposé aux Égyptiens 215 milliards de dollars pour accueillir une partie de la population de Gaza.
215 milliards de dollars, c'est un peu plus que la dette extérieure de ce pays. Donc, d'un pays de 100 millions d'habitants, dont le poids politique actuel est inférieur à celui de la principauté de Monaco. Donc, on voit bien l'état politique générale des pays arabes incapables de résister ou même de... Tu crois vraiment, toi, Marc, qui pourrait marcher là-dedans? On a même vu le roi de Jordanie qui a déclaré que ce sera un cas de guerre contre Israël. Oui, c'est évident. Non, mais c'est un prof, c'est pas lui qui l'a dit. Non, mais pour qu'il aille jusqu'à dire cela, j'ai pas dit qu'il allait faire, hein, mais ça veut dire que c'est énorme. Le royaume ne résisterait pas à ça. Absolument. Donc ils sont placés face à une pression insoutenable. Et ils ne peuvent effectivement que se révolter. 1 million de Gazaouis dans le Sinaï, dans une Égypte qui est économiquement dévastée, c'est l'ouverture à la révolution pan-arabe. C'est-à-dire que là, je ne sais pas quel jeu les Égyptiens actuels, le pouvoir égyptien joue, mais en tous les cas, ils savent que leur survie est immédiatement contestée, elle est menacée à très court terme. Donc, il y a en ce moment des enjeux qui sont extrêmement importants et qui entrent, à mon avis, dans ce vieux plan américano-sioniste de continuation des accords Sykes-Picot, de reconstruction d'un Moyen-Orient à leur botte, divisé en Bantoustan ethno-culturel. Hein. Il y aurait un Bantoustan kurde, un Bantoustan druze, un Bantoustan alaouite. Le cas en Syrie. Hein. Voilà, exactement. C'est mis en place, ça commence à être mis en œuvre en Syrie. Juste pour les non-initiés, ce qu'on appelle un Bantoustan, c'est un État... j'allais dire sans État, quoi. Fantoche. Voilà, c'est un grand camp, avec des gens qui sont administrés. Et donc le fait de diviser cette région en entités minuscules ethno-culturelles justifie l'existence de l'État d'apartheid d'Israël. Voilà, donc il y aurait un État hébreu, un État kurde, un État, tu vois. Donc la logique derrière, qui est en cours, qui est en marche, va balayer, y compris les potentats arabes qui sont les plus fervents soutiens des États-Unis, c'est-à-dire aussi bien les Émiratis que les Saoudiens et les autres vallées du Golfe Persique. Voilà. C'est ça l'enjeu derrière toute cette manipulation et ces discours de Riviera et d'hôtellerie, etc. Nul ne sera à l'abri de mon hubris, de la dévastation. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, de ce point de vue, je veux dire, c'est aussi un risque qui est pris, parce que c'est un gros risque qui est pris, parce que, je veux dire, il doit être sûr de lui, parce qu'il met en jeu en même temps, en disant qu'il n'y a plus de lignes rouges, que même les frontières des États ne sont plus des lignes rouges. C'est d'ailleurs ce que disait Walid Charara également dans un article. Il n'y a plus aucune ligne rouge. Voilà. Excellent papier, hein. Donc Walid Charara, journaliste libanais, dans le journal Al-Arbal, et vous l'avez ensuite avec la traduction Google. Et ce que je veux dire, c'est que oui, c'est quand même un gros risque, parce que jusqu'à maintenant, on réussit à contenir, on a l'impression d'un monde arabe endormi, malgré tout, hein, de masse populaire relativement endormie, et le risque, c'est quand même, je dis bien je ne sais pas, mais enfin de réveiller quelque chose. En tout cas, c'est le royaume de Jordanie, où il y a 11 millions d'habitants, non, 11 millions d'habitants, mais la moitié sont des Palestiniens. C'est ça, hein. Et donc avec les Gazaouis qui arriveraient. Les Gazaouis non, uniquement parce que les gens de Cisjordanie, parce qu'on est en processus d'annexion de la Cisjordanie en plus. Ça va de pair. Il est clair que Gaza préfigure ce qui arriverait à la Cisjordanie. Alors je ne sais pas. Je veux dire, j'en viens à croire que. Alors je ne sais pas quels sont les plans de Trump, mais je doute quand même qu'il puisse mettre ça en place. En tout cas, on est à mon avis à la veille de bouleversements énormes. Dans la région, parce qu'il y a aussi d'autres enjeux qui concernent la guerre contre la Chine aussi. Il y a Samir qui voulait dire... Non, vas-y, continue, Omar, continue. Si tu veux, la capacité de résistance... La capacité de résistance de cette région, elle est intimement liée au niveau de conscience des peuples. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, et depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, en fait, depuis 1979, en fait, depuis la révolution iranienne, depuis l'invasion de l'Afghanistan par l'armée soviétique, ce qu'on voit, c'est l'emprise extraordinaire de l'obscurantisme wahhabite sur les populations musulmanes sunnites. Absolument. Et ça, c'est un élément qu'il faut tenir en compte pour apprécier le rapport de force global. Tant que le lavage de cerveau organisé par les Américains, aujourd'hui on le sait, est relayé par les ulamas, les soi-disant ulamas saoudiens, et qui a
qui s'est propagé sur tout le monde musulman, tant que cette domination intellectualo-idéologico-théologique continuera à prévaloir, les capacités de résistance des peuples de cette région seront réduites. Alors, moi, je voulais en fait leur poser des questions parce qu'en fait, on a vu là dans les 24 dernières heures qu'il y avait que le Hamas souhaitait interrompre ou en tout cas, suspendre voilà, l'échange entre les otages palestiniens et les otages israéliens. Et justement, moi, je trouve qu'on n'avait pas trop d'informations, donc peut-être que vous aviez un éclaircissement à nous apporter sur ce point. C'est qu'il y a des entraves à l'accord de cessez-le-feu, notamment l'entrée des tentes, du matériel humanitaire, etc. Et qu'en fait, depuis la mise en œuvre du cessez-le-feu, Israël continue de faire des bombardements, bloque l'aide humanitaire, entrave l'accès au nord pour les populations civiles et tout. Donc l'intervention du Hamas aujourd'hui, de dire en fait, si ça continue comme ça, stop, on arrête les échanges. Ça s'inscrit dans ce cadre-là. C'est aussi pour faire en sorte que à la fois l'État sioniste, mais aussi les intermédiaires prennent leurs responsabilités et disent en fait l'accord de cessez-le-feu, c'est ça, donc il faut le respecter, quoi. Donc ça intervient dans ce contexte. Et mon autre question, ça concernait la Cisjordanie. On sait que il se passe un certain nombre de choses en Cisjordanie. Qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on doit s'inquiéter? Et j'en profite pour passer un salam à Camélia. À la sœur Camélia qui une streameuse. Voilà, c'est une streameuse qu'on connaît, qu'on a déjà reçue sur PDH. Oui. Qu'on a reçue sur PDH et elle a été arrêtée par qui a été arrêtée par l'armée. C'était ce week-end. Elle est entrée sur le territoire, sur les territoires occupés en Cisjordanie, en l'occurrence, et elle a été arrêtée. Voilà, j'ai pas. Sword of Salomon qui l'a balancé, en fait, c'est des sionistes français qui l'ont balancé. Oui, c'est ça. Voilà. On nous dit que c'est un sioniste français, un compte de sionistes français sur les réseaux qui a balancé qu'elle était là-bas et pour qu'elle se fasse arrêter par l'armée, quoi. C'est incroyable. Donc, Camélia, si tu nous vois, on dit force, et puis voilà, s'il y a besoin, de. Et elle est très courageuse. C'est une femme très courageuse, très brave. On le fera avec plaisir. Ouais. Et non, franchement, elle est. Et elle a été interdite, c'est ça, il me semble, de 10 ans, voilà, 10 ans de. Alors, tu veux dire, tarif habituel. Elle était interdite, donc elle a été expulsée là, non? Là, pour l'instant. Ouais, elle est en Jordanie, là, je crois. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc elle a été arrêtée et expulsée en Jordanie. Non, il y a des gens qui demandent si elle est en prison. Non, vous inquiétez pas, elle n'est pas en prison. Elle a 24 ans, je crois. Voilà, elle a fait de la garde à vue là-bas. Après, sur la Cisjordanie, il y a un enjeu extrêmement important parce que, déjà, il y a 800 000 colons en Cisjordanie, donc c'est un enjeu stratégique pour Israël d'essayer de coloniser un maximum le territoire. Et on sait que ça a été dans la balance aussi dans les négociations avec Netanyahou par rapport à Gaza, parce qu'il y a son aile droite autour de Smotrich et Ben-Gvir qui veulent une annexion pure et simple. Ça avait déjà été une menace en 2021, mais ça avait été reporté suite à l'intifada de l'unité en Palestine qui avait un peu chamboulé la donne. Et là, aujourd'hui, il y a des opérations extrêmement importantes de contre-insurrection menées par l'armée israélienne, en particulier à Jénine, qui est le quartier général de la résistance palestinienne. Donc, là, aujourd'hui, il y a 90% des habitants du camp de Jénine qui ont été déplacés. L'objectif, c'est de briser la résistance palestinienne et son soutien populaire. Ce qui est particulièrement scandaleux, c'est que dans cette opération, Israël est soutenu par l'autorité palestinienne, qui est une autorité collabo, qui arrête les résistants, les emprisonne, etc. etc. Donc là, en Cisjordanie, c'est un enjeu majeur. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Gaza, de l'accord de cessez-le-feu, etc. Mais bon, la Palestine, c'est la Cisjordanie, Gaza et la Palestine de 48. Et en fait, toute la zone est soumise à une offensive extrêmement brutale de la part du gouvernement d'extrême droite, quoi. Et j'ajouterais par rapport à cela, tu as tout à fait raison de le dire, mais le caractère complètement incohérent de ce que fait Israël et Trump, on dit que ça a été une partie du deal qui a fait que Netanyahou a accepté le cessez-le-feu. C'est que Trump s'engageait à laisser Netanyahou annexer. Mais alors c'est complètement aberrant parce que l'autorité palestinienne ne va pas résister, elle va s'effondrer. Mais alors en même temps, ça, je veux dire que c'est pas moi qui me plaindrai de cela, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la résistance actuellement en Cisjordanie,
si elle n'a pas atteint un niveau optimal, c'est à cause de l'autorité palestinienne. Il faut savoir que 70% des opérations menées par la résistance en Cisjordanie, et je rappelle pour ceux qui écoutent que c'est un droit absolu, ce droit à la résistance par toutes les formes, de toutes les formes. C'est un droit reconnu par l'ONU, d'accord? Donc c'est pas du terrorisme, c'est un droit à la résistance armée, dont d'ailleurs le général de Gaulle, que le général de Gaulle évoque juste après 67, il le dit lui-même, cela va entraîner une résistance qui sera qualifiée de terrorisme, etc. Donc c'est parfaitement légal, cette résistance sous toutes les formes. Et je dis que ce qui est complètement aberrant, c'est que c'est l'autorité palestinienne qui empêche aujourd'hui 70% des opérations. Ça veut dire que si jamais il n'y a plus l'autorité palestinienne, c'est évident que le niveau de résistance en Cisjordanie va être beaucoup plus important. C'est là où il y a un petit peu une incohérence, c'est que on s'achemine vers une guerre totale, comment ça sera la guerre de Palestine, et de ce point de vue, c'est le côté hubris total, du sionisme, qui se croit vraiment absolument au-dessus de tout, qui se croit omnipotent, mais en même temps qui est en train lui-même de créer sa défaite, de créer sa défaite et de préparer sa défaite finale. Et ça... Gaza, oui. Comment ? En témoigne Gaza. Ils ont tout donné pendant 15 mois et au final, ils se font imposer un accord de cessez-le-feu. Voilà, donc tout ce qu'ils savent faire, c'est tuer, mais rappelons que tuer n'est pas une victoire. Et en guerre, et en pneumologie, et n'importe qui vous dira que c'est pas le nombre de morts, et on se rappelle pendant la Seconde Guerre mondiale, le nombre de morts que l'URSS a pu avoir, ça n'empêche pas la défaite finale des armées fascistes. Donc de ce point de vue, il y a un côté, c'est terrible pour les populations, mais la résistance est toujours l'espoir. Mais il y a aussi la détermination impérialiste. Oui. La phrase de Trump sur la Riviera a choqué tout le monde à juste titre. Mais il a fait une autre déclaration qui est passée, à ma grande surprise, presque inaperçue. Il a montré son stylo. Ah oui, oui. Et il a comparé la taille de son stylo à sa table en disant « Israël est trop petit. Oui. Il est aussi petit que mon stylo par rapport à mon bureau. » Donc, cette déclaration, elle n'est certainement pas innocente. Voilà, elle n'est pas innocente, elle n'est pas vide de sens, elle a une orientation bien précise. Je pense que ce qui est en jeu, c'est l'annexion de ce qu'ils appellent la Judée et la Samarie, c'est-à-dire la Cisjordanie, et l'expulsion de manière, comment j'allais dire, élégante, si j'ose dire, des Palestiniens de Gaza vers un ailleurs encore imprécis. La déportation. La déportation. Attention, c'est le mot qui a fait polémique cette semaine. Oui, non, mais quand on transfère des gens contre leur volonté, ça s'appelle. Très bien parlé. Voilà, ça s'appelle une déportation, qu'on le veuille ou non. Donc voilà. Et pour l'ONU, d'ailleurs, c'est une déportation, on rappelle. Donc il se passe aujourd'hui quand même la mise en œuvre extrêmement sanguinaire, extrêmement brutale, extraordinairement violente d'un plan d'accroissement territorial d'Israël. On l'a vu avec ce qu'ils font en Syrie. Dans le sud-ouest syrien est occupé jusqu'à 7 ou 8 kilomètres de Damas par les forces de cette armée de l'entité sioniste. On voit ce qu'ils sont en train de faire au Liban. Il y a aussi une volonté d'annexion de certaines régions libanaises dans une première phase. Oui. Une première phase. Donc il y a un plan qui est bien en œuvre. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné, mais c'est vrai que la guerre n'est pas finie. Et c'est vrai qu'ils peuvent compter sur l'autorité palestinienne, enfin ce qui s'appelle l'autorité palestinienne, qui est l'anti-autorité palestinienne. Ils peuvent aussi compter sur les ex-terroristes qui sont devenus des gens fréquentables de Nosra. Voilà, les égorgeurs qui sont passés du stade de barbare du jour au lendemain. C'est formidable la mutation qui s'opère là sur le plan journalistique. Ils peuvent compter sur beaucoup de relais pour entretenir cette guerre civile, cette guerre interminable, dont les seules victimes, effectivement, sont les populations désarmées. Mais parce qu'Israël est par nature expansionniste. Voilà. Donc il ne pourra jamais y avoir de paix sans le démantèlement d'Israël en tant que projet. Vous l'avez dit, nous allons remodeler le Moyen-Orient. Bah oui. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance, il y a même pas, on ne peut même pas être dans une situation on peut même pas être dans une situation de vassalité, parce que la vassalité, même la relation de vassalité, eh bien exige le respect de certaines normes. Le seigneur, même par rapport au vassal, il y a aussi des droits par rapport. Mais là, on n'est même pas dans une relation de vassalité. C'est une
une relation de piétinement total. Et pour rappeler la phrase d'Orwell de ce que c'est qu'un régime autoritaire, vous savez, c'est une chaussure cloutée qui écrase un visage éternellement. Hein, c'est ça, et c'est exactement le visage, comment qu'offre actuellement l'impérialisme, une chaussure cloutée, une chaussure à clous qui écrase un visage éternellement. C'est ça l'avenir. Moi, je pense que ça ne passera pas. Ça, c'est oui. C'est de l'incantation. Non, c'est de la vision. Non, c'est pas de l'incantation. Je vais vous dire pourquoi. Comme il disait, quand il dit ça va aller trop loin, ça va trop loin. Mao dit une chose qui est très juste. Il dit comment le dominant est appelé à devenir dominé. De toute façon, c'est évident. Je veux dire, on ne peut pas dominer. Alors. Ça peut, c'est un caractère incantatoire, je sais bien, hein, mais c'est un petit peu c'est provocateur, mais c'est une dynamique politique. On ne peut pas admettre, aucun peuple ne peut admettre d'être réduit à l'état d'ilote, à l'état de sujet déshumanisé. Nous l'avons bien connu. Je suis bien d'accord, mais on l'a bien connu. La résistance. Bien sûr, et ça ne peut déboucher que sur une contestation permanente de l'arbitraire et de l'injustice. La contestation, s'ils arrivent à écraser complètement la population, oui, mais il faudrait les exterminer, il faudrait faire ce que les anglo-saxons ont fait en Amérique. Réduire la population de 90%, à ce moment-là, peut-être qu'ils auraient une chance, effectivement, de faire admettre définitivement leur ordre. Mais c'est difficile de tuer tous ces Palestiniens. C'est difficile de tuer tous ces Arabes. En fait, ça se voit. C'est ça, ça le problème. Ils en ont tué entre 45 et 100 000. Sur 2 ou 3 millions. C'est économiquement peu rentable. Donc, on voit bien qu'il y a une impossibilité stratégique, et Youssef a totalement raison, de réduire définitivement la résistance des peuples à un état d'oppression. Voilà. Donc du coup, mécaniquement, ça valide. Mais bien sûr. Du coup, juste pour terminer, je me rappelle parce qu'on doit parler encore d'un autre sujet et après l'Algérie, quand même. Du soir. Juste pour dire, c'est que le moment le plus terrible au niveau du désespoir, je me souviens toujours, il y a eu 2 moments. Ça a été après Sabra Shatila, justement dont on parlait, où tout le monde était absolument effondré. C'était en quelle année ? 82. Septembre 82, et tout le monde était absolument effondré. J'ai vu à l'époque même des Palestiniens qui étaient complètement terribles. Ça y est, c'est terminé. Alors le monde arabe, c'était même plus la peine de compter parce que le monde arabe n'a pas bougé. C'est vrai, pas grand chose. Hein. Et tout le monde était absolument effondré. Jamais on va s'en remettre. Et ils avaient imposé Béchir Gemayel. Le monde arabe, c'est comme les musulmans, ça n'existe pas. Ils avaient imposé à la tête du Liban un Béchir Gemayel qui était pro-israélien. Voilà, tout semblait terminé. Les Marines étaient à Beyrouth, les Français étaient aussi à Beyrouth, le Drakkar. Et personne n'aurait imaginé la séquence suivante, avec la résistance qui va reprendre. C'est comme ça, il y a des défaites, des avancées, voilà. Et personne n'aurait imaginé ça. Bon, et pourtant ça s'est produit. Pareil avec l'Irak également, tout le monde s'est dit c'est terminé. Mais même en Irak, les choses ne sont pas terminées. Il y a une reprise de choses malgré tout. Il y a eu l'Iran, Donc voilà. Donc c'est pour ça que faut rester. J'ai envie de te rejoindre, mais voilà. On a joué aussi ici à rester juste spectateur, mais aussi à se mobiliser contre la responsabilité de la France dans la situation, quoi, qui est actrice dans le boycott, mais aussi la France est actrice de génocide. Parce que je vois il y a des gens qui se relâchent sur le Coca, sur le McDo. Je vois trop de rebeux dans les McDo, les frères. Ça va pas du tout, ça. Je vois trop de rebeux dans les McDo, ça va pas du tout. Les gars, on rêve tous d'un petit filet aux fiches ou même d'un Big Mac pour les plus audacieux. On se crève ma gueule. Mais ça c'est fini. C'est fini, il faut être solide sur les appuis. Donc Bélec, hein, les musulmans et même les non-musulmans d'ailleurs. Voilà, parce que ça va pas là. Ça va pas. Dis pas les musulmans, tout le monde. Écoute, moi là je parle des musulmans. Voilà. C'est tout. Je suis sectoriel aujourd'hui. Voilà. C'est la barbe. Bah justement, on va parler de ça. On va avancer, hein, les gars, parce que voilà. Donc on avance et on va parler de ce qui s'est passé cette semaine avec l'humoriste. Hein, vous avez vu Marwan Benlazar, qui a été au cœur d'une grosse polémique qui lui est tombée dessus comme ça. Hein, il était pas connu le gars et d'un coup, bam, d'un coup on a Nathalie Loiseau, donc qui a mis une photo de ce garçon qui passait dans une émission de télé, hein, c'est dans l'air, et puis elle a dit qu'au nom de toutes les femmes, eh bien c'était scandaleux. Oui, c'est au nom du féminisme. J'allais dire une connerie.
Oh, tu peux la dire parce que c'est pas un problème là ce soir. Non, mais il sait ce que je vais dire, je vais pas le dire. Hein. D'accord. Non, moi, Alors, comme tu avais dit l'oiseau, je pensais que c'était un oiseau. D'accord. Ok. Et donc ça fait scandale. Il y a une sénatrice aussi qui a parlé de Marouane en disant. Longuet. Ouais, c'est Goulet. Nathalie Goulet. Et d'ailleurs, Histoire Crépue a fait une très bonne vidéo où il angle, il appuie justement sur ce personnage sinistre, Nathalie Goulet. Et je vous invite à aller la voir, mais surtout à aller voir la vidéo que Sabrina a tournée il y a 2 jours, je crois. Ouais, c'était ce week-end. Ouais, on a fait une vidéo sur Parole d'honneur pour expliquer un peu les tenants, les aboutissants de cette histoire-là, parce que quand même c'est gros. Hein, donc on a voulu quand même analyser tout ça. Et donc cette sénatrice, donc elle a dit qu'il était manifestement salafiste, hein, ce sont ses mots. Elle avait expliqué, ça m'a fait rire. Hein. Je me suis dit vraiment ils vont très loin. Elle a dit c'est un peu difficile d'expliquer qu'on peut pas mettre d'abaya à l'école et en même temps promouvoir une tenue manifestement salafiste. Vous voyez, un peu ils se foutent de notre gueule quoi. On a interdit l'abaya et vous nous mettez ça quoi. C'est quand même bon. Et du coup il y a eu beaucoup de réactions. Hein. Il a été quand même très défendu. Après, très largement. Elle a dit même dans le Sénat, elle a dit l'habit ne fait pas le moine, mais le tweet fait le salafiste. Le propos fait le salafiste. Non, il y a eu du lâchage. Il y a eu du gros lâchage. Et pardon, voilà. Sabrina. Non, mais continuez. Et donc je disais, il a été quand même défendu très largement. Hein, on peut pas dire que. On a vu même les Arocs qu'on fait un article. Bon, voilà. Ça va être intéressant aussi que vous expliquiez pourquoi elle a été défendue aussi. Hein, je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Toi, Tom, t'as vu cette histoire-là? On n'est pas content. Difficile, pas la voir. Toi aussi, Omar? Ben oui, bien sûr. Bon, tous j'ai vécu ça. Bon, lancez-vous, parce que moi j'ai mon petit avis dessus, mais je vous le dirai après. Ouais. On se lance dans quoi? Dans l'analyse des coloniales. Dans l'avis sur cette séquence. Déjà, il y a plusieurs aspects. Déjà, la séquence en elle-même, c'est-à-dire... Ah oui, on lance l'extrait. L'extrait du sketch, c'est hier qu'il s'est Magnéto, Serge. Il s'est défendu. Il répond. Je rêvais de faire ça. Magnéto, Serge. Je veux tellement d'avoir mis le bonnet. C'est pourquoi j'ai mis un bonnet. Je vais le dire. J'ai une calvitie. Oui, monsieur. J'ai une calvitie. Ça, c'est venant d'un homme qui reflète le ciel. C'est un peu chiant, mais oui, j'ai une calvitie, monsieur. Frère, mais toi, t'es magnifique. Toi, t'es dans la phase où t'as accepté. Moi, pas encore. Moi, il y a 2 semaines, je faisais encore des dégradés, frérot. Et on était dans la discussion avec ma femme. Moi, je suis marié. Sorry, lady girls. Mais moi, je suis marié, genre. Et ma femme, elle me dit, je lui dis, tiens, je vais passer à la télé, qu'est-ce que je fais et tout. Elle me dit, fais pas de dégradé. C'est ridicule avec les spots en plus. On va voir ton crâne à travers tes cheveux. Rase tout, elle me dit, ok? Rase tout. J'ai tout rasé. Je suis rentré. Tu sais, elle m'a dit quoi? J'aime pas. Donc je suis coincé comme ça. En plus, j'ai voulu faire le mec mignon. Je dis, mais non, mais touche, regarde, c'est rigolo. Elle m'a dit, mais je touche pas, ça me dégoûte. Et voilà. Bloqué là-dedans. Le fils de Choupi et Hagrid. C'est horrible, gros, ce qui m'arrive. Donc je suis comme as. Gros, je vais comme as à l'émission. J'y vais comme ça. Gros, je vais comme ça à l'émission, là. L'extrême droite, ils disent, oh, mettez-lui un bonnet. Frère. Oh, non. Il faut couvrir, là. Il faut couvrir, hein. Donc, avant l'émission, je discute avec elle et tout, je dis, j'y vais comment? Moi, mon style de base, je fais ça, et je mets la casquette. C'est exactement ça que j'avais prévu, ok? Elle me dit, la casquette, ça fait banlieue. Elle me dit, pas la casquette, elle est de droite. Mais elle me dit, du coup, elle sera dans cet avou la semaine prochaine. Mais en gros, elle dit, la casquette, ça fait banlieue, mais pas la casquette. Elle dit, mets ton petit bonnet, t'as un petit bonnet cool et tout, ça fait coréen. Donc, je mets le bonnet, je te jure, je me regarde dans la glace, là, avec ce gros pull et l'espèce de bonnet court. Et je lui dis, mais je vais pas y aller déguisé en bobo de merde, là. Et elle m'a répondu, peut-être ça fait bobo de merde, mais au moins, ça fera taire les racistes. C'est génial. J'aime bien le ça fera taire les racistes. Voilà, on voit pas la suite, mais après, bon, il explique qu'il est un petit peu plus sérieux. Il explique que les musulmans, bon, lui, il est connu et qu'il a pu se défendre, mais que les autres musulmans subissent ça au quotidien, à leur travail, à cause de leur tenue, etc. Alors, je sais pas justement parce que, Samir, je te sens un petit peu comme ça. Non, mais je suis. C'est-à-dire que moi, bien sûr, soutien inconditionnel à Merwan.
Pourquoi ? Parce que il a été stigmatisé, il a été vilipendé. J'essaye de trouver plusieurs mots un petit peu complexes pour rendre hommage à Omar. En bref, il a été sali. Parce que souvent, quand tu dis des mots comme ça qui sont un petit peu soutenu. Ouais. Langage soutenu. Un peu soutenu. Bref, il a été sali d'une manière qui est juste insupportable. Je veux dire, quand tu as rappelé au Sénat, même Rachida Dati, donc, qui a annoncé sans autre forme de procès qu'il n'apparaîtrait plus à l'antenne. Pour quelle raison ? On ne sait pas. Les tweets en question, je pense que tout le monde l'a vu, mais au final, ça a fait pchit parce que c'était complètement décontextualisé. Voilà, donc c'est absolument dégueulasse et juste ça j'allais dire, ça illustre de manière vraiment spectaculaire l'islamophobie, le racisme qui a imprégné cette société, qui a imprégné les élites de cette société. Alors, alors d'accord, après tu préciseras après, et donc qui se répand, j'allais dire, oui, bien sûr, mais qui se répand, qui est, j'allais dire, de plus en plus accepté. C'est-à-dire qu'on est dans un niveau d'acceptation, il y en a qui appellent ça la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire le fait que des idées ignobles soient de plus en plus, j'allais dire, audibles et acceptées par la masse. Et là, vraiment, moi, c'est ça la sensation que j'ai eue. Je me suis dit, vraiment, là, on peut se taper du musulman, de l'arabe, sans vergogne. Ça sera peut-être un noir la prochaine fois. Là, il se trouve que, en plus, avec toute la polémique qu'il y a sur l'Algérie, ça tombe bien. Donc on peut se faire de l'arabe musulman sans aucun problème, sans aucune preuve, sans aucun, sans aucun procès, quoi. Je veux dire, comme ça la polémique part, et la fachosphère, la puissance de la fachosphère, et bien sûr que, j'allais dire, le gouvernement et l'État en est, j'allais dire, le promoteur, parce qu'on est dans un État racial. On se rend compte que là, il y a une puissance j'allais dire, de nuisance et d'oppression qui est juste phénoménale et dans laquelle on est tous embarqués. Parce que je veux dire, quand tu vois ça, je veux dire, si tu te sens concerné par la cause antiraciste, forcément, tu te sens j'allais dire, humilié, tu te sens attaqué, tu te sens complètement, j'allais dire, agressé dans tes convictions, et tu te rends compte que, finalement, la seule réponse et la seule résistance qu'on peut apporter, c'est des tweets, c'est des soutiens à Merwan. Mais politiquement, moi, ça m'a juste montré que on était loin. On était très très loin, que l'antiracisme était très très loin. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et j'en aurais fini, c'est que il y a eu quand même, malgré que ce soit une réaction, j'allais dire, de l'ordre du symbolique, il y a eu beaucoup de tribunes, il y a eu beaucoup d'articles, etc. Il y a eu quand même l'Humanité qui a fait un gros article, les Inrecuptibles, etc. Oui, à gauche, les gens se sont levés. Hein. Les gens se sont levés. Mais moi, je ne peux pas ne pas mettre ça en parallèle avec d'autres histoires, notamment récemment l'affaire de Abdulrahman Ridwan, qui lui risque l'expulsion, risque peut-être la prison, parce qu'on l'a accusé d'apologie du terrorisme, comme tous les autres camarades dont tu as parlé, Tom. Mais là, je parle d'Abdulrahman Ridwan parce que la dimension musulman, le fait que ce soit... Ultra Oussat aussi. Alors là, moi, je voulais pas en parler parce que je savais pas, mais je vais juste prendre l'exemple d'Abdulrahman, si tu permets, parce que pour moi, il est symbolique dans le sens où il y a eu vraiment une tentative de différentes organisations d'amener notamment des politiques et on va dire des influenceurs à se joindre à cette cause pour vraiment politiser cette cause. Et clairement, et tu le disais tout à l'heure, Tom, il y avait 20 personnes au procès de Palestine vaincra, d'Abdel, excuse-moi, au procès d'Abdel, qui lui aussi a été, j'allais dire, comparaissé pour aussi apologie du terrorisme. Et un an avec sursis. Voilà, et on sait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je veux dire, la dimension islamophobe vient croiser les combats pour la Palestine, les combats antiracistes, les combats de gauche, on va dire, de la gauche radicale. Et donc, pour moi, si tu veux, ça signe comme vraiment un signal de dire attention, parce que
il s'est passé un peu la même chose avec les violences policières, au moment de l'affaire George Floyd, où il y a eu une grosse montée comme ça, une réaction, on va dire, populaire par rapport au crime qu'avait subi George Floyd, mais derrière, politiquement, ça a accouché d'une souris. Parce que, justement, les organisations qui étaient en mesure de politiser ce genre de situation n'ont pas été au rendez-vous. Donc peut-être, on peut lancer une forme d'appel, voilà, de dire attention, cette affaire de Merwan, elle montre quand même que l'islamophobie, elle a, comme je dis, elle a imprégné la société. Et là, du coup, tu pourras reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Et que, voilà, si nous n'arrivons pas à politiser cette question, ça restera de l'ordre du symbolique. Je voulais juste dire un petit truc, je vais pas beaucoup parler, je me contrôle pour vous laisser parler, mais moi je suis d'accord avec toi parce qu'il faut regarder sur quelle base a été défendu Merwan aussi. Parce que s'il a été défendu sur la base de « mais non, c'est pas une barbe de musulman, c'est pas un bonnet de musulman, c'est juste qu'il aime bien, c'est la mode, etc. » Bah en fait c'est pas une base antiraciste. Parce que la base antiraciste c'est de dire quand bien même ce serait une barbe de musulman, quand bien même il le revendiquerait et dirait « je porte cette barbe parce que je suis musulman », et bah quand bien même là il faudrait le défendre. Et là, il n'y aurait plus personne. Ça deviendrait normal. Et je vais si même. Si vraiment musulman, ça serait normal de le critiquer. Moi, c'est une barbe de musulman. Voilà. Et je vais juste finir. C'est une barbe salafiste. Voilà. Voilà. Non mais c'est vrai, mais t'as raison, t'as raison. Et s'il vous plaît, laissez-moi finir. Et même si vous écoutez le sketch de Merwan qui est très drôle, là, celui où il explique, j'aime bien surtout l'autodérision avec sa femme et tout, je trouve ça très drôle. Mais c'est une façon aussi de se défendre du fait que bah non en fait, attention, c'était pas un habit d'islamiste. Et ça, vraiment, je lance un appel à la vigilance parce que c'est une pente très savonneuse. Si on se dit qu'on va se défendre et on va défendre nos droits en se disant que non, on n'est pas vraiment des musulmans visibles, bien identifiés, on prend une route très dangereuse. Donc si on le défend, c'est sur des bases de quand bien même. Voilà. Quand bien même, eh ben, on le défend. Ah, mais vous allez voir que là, on va être 3, hein, on va pas être 3 millions. Hein. D'autant plus que la loi sur la laïcité, et j'en veux pour preuve les propos même d'Aristide Briand, cette loi sur la laïcité, elle ne reconnaît pas de costume musulman ou pas musulman. C'est d'ailleurs la réponse qu'il fait à l'époque de la loi sur la laïcité, quand quelqu'un lui dit « mais vous vous rendez pas compte, cette loi sur la laïcité, qu'est-ce qu'on va faire de tous les curés qui sont en soutane dans la rue ?» Pour aller plus loin dans cette loi, pour appliquer cette loi, il faut interdire aux curés, à l'époque il y avait pas mal de curés qui se baladaient, hein, de se promener avec, ou les bonnes sœurs, d'être dans la rue. Ben, c'est ça. Il dit « mais de quoi vous me parlez ? L'État ne reconnaît pas de costume musulman ou non musulman. » Ben, je pense que c'est exactement la même chose pour la télévision. C'est-à-dire que ça veut strictement rien dire si ils se prévalent de cette loi sur la laïcité. À mon avis, ils l'ont eux-mêmes piétiné, comme Jean Bobéro nous l'explique très très bien. En vérité, eh bien, le simple fait de dire que ça, c'est un costume musulman, c'est une entrave totale, une négation totale de la loi sur la laïcité. C'est leur propre loi, je dis même pas. C'est la loi dont ils prétendent se prévaloir. L'État ne reconnaît pas de costume musulman ou non musulman, d'accord ? C'est une lacune grave qu'il convient de combler. Oui, c'est ça. Il voudra, à mon avis, refaire. Oui, mais alors qu'on se base plus sur la loi de 1905. Voilà, et il faudrait se baser sur les lois de Kemal Atatürk, qui avait interdit la barbe, et le tarbouche, le port d'un certain nombre de vêtements, et même il avait codifié la moustache. Oui, tout à fait. Mais il était interdit de porter une moustache qui dépassait de 2 cm la commissure des lèvres ou qui avait la forme d'un croissant. Donc tu vois, je pense que la République, la République doit s'inspirer de Kemal Atatürk pour atteindre un niveau de laïcité acceptable. Plus sérieusement, et je m'arrête juste après ça, toute cette histoire d'islamophobie télévisuelle et tous ces scandales grossis à merveille, à mon avis, toute cette question d'identité, elle traduit la crise profonde du libéralisme, du capitalisme finissant. Les masses françaises sont abruties, crétinisées par une vague incessante de propagande sur leur identité qui serait soi-disant menacée par 3 bougnoules et 2 pelés. Voilà, voilà, et donc qui serait menacée, voilà, on n'aurait bien plus de charcuterie en France ni de vin rouge à cause de vous, hein, voilà. Donc on est en état de menace imminente. Pour dissimuler quoi ?
pour dissimuler l'accroissement extraordinaire des fractures sociales, pour dissimuler la perte d'avantages sociaux constitués depuis la libération en 1945, pour masquer une sorte de concentration de richesses inédite depuis le début de la France, entre les mains d'une minorité d'oligarques, la généralisation de la pauvreté. Il y a des gens qui ont attrapé le scorbut en France. Donc il faut bien noter la dégradation des conditions sociales, des conditions matérielles. Voilà. Et donc tout ceci est merveilleusement masqué par ces questions de M. Marouane qui met un t-shirt ou un pull ou un bonnet. Donc on est dans une sorte de théâtralisation de l'accoutrement qui n'a pour seul effet que de divertir les pauvres gens de leurs conditions et de leur faire détester un ennemi fantomatique qui a le mérite de se singulariser par une apparence qui est différente de celle d'autrui. Divertir et fracturer le bloc social aussi, parce que c'est pas qu'un divertissement au sens où on peut l'entendre parfois. Voilà. Il y a Tom qui voulait parler, peut-être il a pas parlé sur Marouane. C'est bien, tu es là pour faire gagner l'ordre. Pas de racisme anti-blanc sur ce plateau, je vous préviens. Tu te sens stigmatisé en tant que... Non. Bah, en tant que je ne sais pas quoi d'ailleurs, en tant que Martin. Non mais je trouve que les réactions de la gauche sont quand même intéressantes parce que là, il a été défendu parce que c'est un musulman entre guillemets respectable et qu'on ne défend pas le président de la mosquée de Pessac, on ne défend pas Elias Dimzalen, on ne défend pas tout un tas de musulmans qui sont dits pas respectables. Et donc pour moi, ça en dit long sur la compréhension de la gauche politique au sens large de ce que c'est le racisme et ce que doit être du coup l'antiracisme. Parce que ce qu'on doit mettre en cause, c'est en fait c'est la mécanique en fait islamophobe qui est en jeu, pas la personne qui est visée par la mécanique. Et pour moi, c'est le même débat avec les violences et les crimes d'État et les crimes policiers. En fait, on s'en fout que le jeune, il ait braqué une banque, il ait fait je sais pas quoi. En fait, ce qui s'exprime, c'est l'impunité policière, sa capacité à tuer des Noirs et des Arabes dans les quartiers, etc. Et donc, pour moi, c'est typiquement une séquence qui en dit long sur ce que la gauche n'a pas compris sur ces questions-là, quoi. Alors moi je dirais même plus loin, mais j'abonde à 100%, j'aime beaucoup ce monsieur, j'abonde à 100%. Je pense alors autant j'entends tout à fait l'argument de la diversion, mais il est réversible cet argument. Faut faire attention parce que c'est aussi de dire en fait il y a pas vraiment d'islamophobie vu que c'est une diversion. Non mais il y a des gens qui partent là-dessus. C'est ça que je veux dire. Je parle pas de toi. Et j'abonde totalement. Je rejoins totalement ce que vient de dire Tom. Et comment dire. Je pense que ça va même plus loin, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un manque de courage, quoi. Tu vois, c'est pas un truc genre un impensé ou un angle mort. C'est que les gens savent très bien qu'il y a telle situation, que c'est à telle situation. Je vais pas mettre des gens dans la sauce, mais par rapport à l'affaire Abdourahmane Ridouane, vraiment, moi, j'ai des informations de première main, voilà, et je sais que, voilà, les gens ne se mouillent pas parce qu'ils ont peur des répercussions. Le risque est forcément plus élevé de défendre un Abdourahmane Ridouane si on n'a pas travaillé un minimum le sujet que de défendre Merwan. Merwan, même s'il a fait un tweet de merde il y a 10 ans, voilà, ça reste un humoriste. À quel moment il dit les musulmans, par exemple, voilà, dans sa défense, le quoi. gars-là, voilà. Si tu veux, lui, mais moi, je lui en veux même pas. Non, on lui en veut pas, bien sûr, c'est pas individuel. T'as tout notre soutien, et franchement, te mouille même pas, fais ton oseille. Voilà, moi, je te dis que moi, je suis clair et net. Là, moi, ils ont fait de la pub, là. Voilà, allez tous voir le spectacle de Merwan, faites-lui faire un max d'oseille. Comme ça, il va rouler dans une belle voiture, il va mettre le seum à tous les races là. Voilà, ce qu'on peut faire pour Merwan, c'est ça. Ça, on le fait avec plaisir, et voilà, s'il est en spectacle, on ira le voir. Mais si on parle vraiment de l'islamophobie, eh ben, on se rend compte d'exactement ce que vient de dire Tom, et que, en même temps, je veux dire, on a quand même, même si on est, comment dirais-je, j'allais dire, affublé du sobriquet de supplétif ou de laquais de la France insoumise, j'en assume l'augure, c'est factuel. Le seul parti, on va dire, qui a vraiment pris en charge la question antiraciste, je parle dans les partis, on va dire, qui sont... Oui, on parle pas de qui d'ailleurs, on parle voilà, pas de... les partis qui sont... NPA, qui participent aux élections législatives, etc. Voilà, on peut dire que la France insoumise a fait quand même le job.
fait quand même le job. On pourrait regretter, notamment pour la France Insoumise, je parle même pas des autres, bon, qu'ils aillent peut-être pas assez loin. Tu vois, mais en même temps, voilà, il y a tout un, voilà, la stratégie politique fait que c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a un truc qui est réel et qui est incontestable, c'est que cette question de l'islamophobie est justement sur cet aspect-là, c'est-à-dire quand c'est des affaires qui sont un peu touchy, que les gens ne fassent pas l'effort, si tu veux, d'aller, parce qu'on peut par exemple dire, bah lui, je suis pas sûr et tout, bah allez voir de quoi il en retourne, etc. Moi, je dis pas que tout le monde est défendable parce qu'il est victime d'islamophobie. Maintenant, effectivement, le fait qu'une personne ait commis un acte n'empêche pas l'islamophobie et n'empêche pas qu'on défende cette personne-là sur la question de l'islamophobie. Mais tout le monde n'est pas capable d'aller jusque-là, tu vois. Mais je dis aux gens, à minima, lorsque c'est des personnes qui vous paraissent plus compliquées, etc., à minima, allez voir le dossier, allez au fond du dossier, et vous verrez que souvent, même, je vais pas dire tout le temps, mais très souvent, le dossier, il est vide. Là, je parle encore pour Abdourahmane. Il se trouve que, voilà, c'est un truc que j'ai un peu suivi, et du coup, je suis vraiment allé fouiller, quoi, tu vois. Je me suis dit, voilà, je fais l'avocat du diable, je suis allé fouiller, voir un petit peu et tout. Je veux dire, il a jamais fait l'apologie d'un quelconque acte de violence. Je veux dire, c'est comme ça. Mais on le sait, des dizaines de milliers de perquisitions, d'arrestations, il y en a pratiquement très très peu qui ont donné lieu même à une inculpation. Ce qui arrive le plus communément... Alors, ce qui est inquiétant aussi, c'est le degré... c'est le degré de compromission des institutions. Et on parle de la police, on parle aussi de la justice. On a quand même des juges qui délivrent des commissions rogatoires pour n'importe quoi, sur du vide. Et est-ce que les gens savent ce que c'est qu'une commission rogatoire? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est un permis d'aller chez vous, de défoncer la porte à 5h30 avec un bélier, de terroriser les gamins. Un juge comme ça décide et donne ça. Mais c'est absolument hallucinant. Alors le problème, c'est que cette fascisation, elle se passe par les corps constitués, par la police, par la justice et par les institutions, avec l'école qui devient comment, folle furieuse avec cette histoire de laïcité. C'est bien la laïcité, mais c'est du délire. Oui. Il y a une orientation politique au sommet. Mais bien sûr. Quand tu as un Premier ministre qui, en pleine crise de ce Marouane, parle de submersion migratoire, il faut être complètement aveugle pour ne pas comprendre qu'il y a bien une orientation idéologique des appareils d'État. C'est une orientation totalement cynique parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de submersion migratoire. Ils le savent parfaitement. Ils utilisent cette peur qu'ils ont fabriquée depuis 30 ans à cette fin exclusive de maintenir la population blanche dans un état de sidération et de stupéfaction et de peur. L'islamophobie française est une islamophobie cynique qui est la jonction entre l'activisme sioniste en France et l'extrême droite d'origine coloniale aujourd'hui qui est dominante dans les appareils idéologiques de l'État français, dans l'éducation, dans la presse. C'est flagrant, hein, quand vous avez 8 oligarques qui tiennent toute la presse, tous les médias français, vous n'êtes plus dans un pays, vous êtes dans un État dont la démocratie est directement mise en cause. Donc il y a ce problème-là, et il ne faut pas sous-estimer l'islamophobie ou la détestation des Arabes en tant que tels, des Noirs, etc. Mais c'est bien comprendre comment fonctionne le capitalisme français. Le capitalisme français fonctionne sur les ruptures idéologiques de cette nature, depuis toujours. C'était les Juifs avant, qui étaient le machin, le monstre, le spectre qu'il fallait anéantir. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais c'est toujours le même discours. C'est la même mécanique, quoi. Voilà, c'est toujours la même pratique, la même méthode. La grande bourgeoisie française, la plutocratie française, les oligarques français utilisent depuis toujours les mêmes ressorts. Et ça fonctionne puisqu'ils ont les relais médiatiques. Tout à fait. C'est exactement ce que je veux dire. Tu as tout à fait raison. C'est par rapport à ce que dit Samir. C'est vrai que c'est bien les musulmans qui sont. C'est pas uniquement un dérivatif. C'est pas uniquement la pratique du bouc émissaire, etc., etc. C'est vrai qu'il y a l'islam qui est dans un inconscient, etc. Mais c'est vrai aussi ce que je voulais un petit peu aller tout à fait dans son sens. Hein, c'est que on a une fabrication, la fabrication d'une détestation. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que s'il n'y a pas eu cette fabrication, il n'est pas sûr du tout que le Pékin moyen envie
ville, aujourd'hui, parlerait des musulmans, puisqu'il y a eu d'autres périodes dans l'histoire, et ça, j'en atteste, parce que dans nos vertes années, je l'ai vécu dans ce pays. Allah est témoin. Oui, Allah est témoin, et témoin, d'ailleurs, il a fait une déposition, hein, il n'y a aucun problème. Oh, écoutez, il a le sens de l'humour, arrêtez de prendre... Oh, écoutez, mais il a le sens de l'humour, hein. Bon, et alors... la moitié de nos abonnés, là. Arrêtez de prendre Dieu pour quelqu'un d'austère, absolument, il a le sens de l'humour. Le prophète aussi. Et le prophète, il est bien... Ouais, nous ne sommes pas au Moyen-Âge, hein, dans le nom de Omar, il n'a pas rigolé. Hein. Le rire était interdit, vous savez, le rire c'était le diable, etc. Alors on rigole. Alors dans l'islam, justement, et je veux juste... On me dit à l'oreillette que tu as été mis sous protection policière. Alors, ce que je dis, moi, mais de toute façon, c'est quelque chose que je réglerai avec le boss là-haut. Et donc, ce que je veux dire, c'est que non mais, je pense, je suis sincère. On doit passer l'Algérie après. Bah oui, bah oui. On parle mal. Non mais, il y a quelqu'un qui arrête pas de... Ils se sont relayés là pour m'interrompre. Alors, je dis simplement une chose, c'est que, non mais j'en atteste, que dans ce pays... Alors, est-ce que c'est des défaites coloniales, etc. Peu importe. Mais je le dis à chaque fois, dans les années 70, il n'y a pas, au niveau social, je veux dire, mis à part les gros fachos, les anciens d'Algérie, etc., je peux vous certifier qu'il y avait une empathie pour les Noirs et les Arabes. Et je le dis, et je ne parle pas de militants, etc. Je parle de ménagères avec leurs poireaux et tout, qui s'indignaient que les flics, je me rappelle toujours, contre les années 70, contrôlent les Arabes et les Noirs en permanence. J'ai vu des protestations. Je le dis. Donc ça veut dire que ce qui a existé peut très bien exister demain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est établi, définitif. On a fabriqué une détestation. Le pacte racial peut être... Le pacte racial, voilà, le pacte racial. Sinon, on ne serait pas là. On se serait barré. Hein. Voilà, le pacte racial existe. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, tout un chacun prétend parler de l'islam dans le métro, etc. Mais les gens n'y connaissent rien du tout. On leur met dans la tête des histoires, et ils ont le sentiment avec Hanouna de devenir intelligent. Non mais on en est à un niveau extrêmement grave. Mais je le dis, il y a une fabrication de ce point de vue. Faut faire attention aussi parce que et ça donne de l'espoir en même temps. Ça donne de l'espoir parce que les choses peuvent changer. Ce qui se fait peut se défaire. Absolument. Voilà, comme dirait Lacan. Absolument. Voilà. Il y avait eu la dissolution de Palestine vaincra, mais au même moment, il y avait eu également la dissolution du CCIF, qui au final, je crois que c'était auto-dissous, pour ne pas être dissous. Et le CCIF avait été l'un des principaux, j'allais dire, architectes de la manifestation contre l'islamophobie de novembre 2019, si je me trompe pas. Et voilà, et il y a cette question-là aussi, parce que voilà, moi je reviens toujours à la dimension politique, c'est que lorsque des organisations comme celle-là ne sont plus, même si le CCIF est devenu le CCIE, mais sont moins présentes dans l'Hexagone, si on peut dire, et moins actives dans l'Hexagone, forcément, il y avait eu aussi l'association Baraka City. Aujourd'hui, on voit une grosse offensive sur les lycées. Lycée Averroès, lycée Al-Kindi. Et j'ai appris il y a quelques instants que l'Institut Inbadis de Nanterre était dans l'œil du cyclone. Dans le collimateur. Il y a eu aussi l'école de la réussite à Aubervilliers, voilà, qui a été aussi fermée. Exactement. Et donc tout ça entre justement dans une offensive islamophobe qui vise à dire voilà, on va briser toutes les structures qui vous permettent de vous structurer économiquement, politiquement, d'un point de vue de l'éducation, etc. De créer des élites. Et voilà, il faut avoir conscience de ça. Parce que je dirais qu'il est peut-être déjà trop tard, mais en tout cas... Oui, il est très tard. On doit faire l'émission sur l'Algérie. Voilà, donc je me tais. Non, mais c'est pas grave. Finis ta phrase, Samy. L'islamophobie, c'est rien, c'est pas grave. À la mauvaise foi, quoi. Non, voilà, j'avais fini. Ouais. Voilà, donc soutien à l'Institut Inbadis de Nanterre.